TV Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. Le Poiré-sur-Vie avance au ralenti dans le championnat national de football. Les Genoux ont concédé le match nul face à Uzès Pont-du-Gard. C'est leur 4e match consécutif sans victoire. Match nul également pour Luçon en CFA. Le leader a été accroché par Avranches. Les Herbretais, vainqueurs du Havre, se rapprochent de la première place. En hockey sur glace, il n'y a pas eu d'exploit pour le Ogli face à Cholet en quart de finale des playoffs de Division 2. Déjà battus au match aller, les Lyonnais se sont donc de nouveau inclinés dans le Maine-et-Loire et en ont fini avec leur saison. En basket, Luçon peut toujours rêver à l'accession en National 1. Les Luçonnais sont parvenus à battre le leader Tarbes-Lourdes et vont donc tenter d'accrocher la 2e place de leur poule. Et puis en rugby, on jouait ce week-end l'avant-dernière journée du championnat de Fédéral 3 avec le 2e acte du derby vendéen entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Un derby plutôt terne remporté par les Lyonnais. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 Chrono, toute l'actualité sportive vendéenne en compagnie de François Caudeau. Bonjour François. Bonjour Aurélien. Une émission largement consacrée au football cette semaine puisque débute demain le mondial football de Montaigu, 41e édition. Pour en parler, nous recevons cette semaine le directeur du tournoi, Michel Allemand. Bonjour. Bonjour. Et 2 représentants de l'équipe Foot Solidaire Afrique qui va participer pour la 2e année consécutive à ce mondial de Montaigu. Claude Cana, tout d'abord le manager général, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, l'entraîneur de cette équipe, Pascal Braconnier, bonjour. Bonjour. Pascal qu'on connaît pour avoir entraîné notamment le Poiré-sur-Vie et d'autres équipes de la région. On reçoit également cette semaine Michael Michet, bonjour, journaliste pour le site internet atlanticfootballclub.com qui couvre l'actualité football de toute la Ligue Atlantique et qui sera évidemment présent sur ce mondial de Montaigu. Alors justement, on va entrer directement dans le vif du sujet. Michel Allemand, 41e édition. Quelles vont être les nouveautés cette année? Alors déjà, il y a un changement de nom. Oui, après 40 ans, on a voulu donner un petit coup de jeune à notre tournoi en changeant le nom, puisque c'est plus mondial minime. Hein, on s'y mettra petit à petit, je pense, puisque l'appellation minime, n'existe plus depuis longtemps. Donc, changement de nom, changement de sigle en même temps. Et puis, sportivement aussi, changement d'équipe, puisqu'on a quand même 4 nouvelles équipes qui vont participer cette année sur le plateau nation avec les Pays-Bas et la Turquie qui ne sont pas venus depuis une quinzaine d'années. Et puis l'Allemagne qui n'est pas venue depuis 5 ans et le Chili qui vient pour la première année. Avec donc 8 nations dans la catégorie 16 ans, 12 clubs dans la catégorie 17 ans. Et parmi cette compétition club, il y a donc l'équipe Foot Solidaire Afrique, 2e participation. Claude Cana, c'est peut-être l'occasion de rappeler un petit peu ce qu'est Foot Solidaire et Foot Solidaire Afrique et comment est composée cette équipe pour Montaigu. L'association Foot Solidaire a été créée il y a 13 ans. On est parti d'un certain nombre de constats. On s'est rendu compte que dans la plupart des capitales européennes, on trouvait dans la rue des jeunes joueurs venant d'Afrique et d'Amérique du Sud qui, très souvent, ont cru à des illusions qu'on essayait de leur vendre et qui ont pensé qu'il était facile ou évident de réussir une carrière de footballeur en Europe et qui, malheureusement, se retrouvent très souvent embarqués dans des situations desquelles ils s'en sortent difficilement. Donc, partant de ce constat, on s'est dit, si on mettait sur pied une association susceptible d'apporter au moins quelques solutions et de faire du travail de prévention au niveau de l'Afrique et de l'Amérique latine, ce serait bien. Donc, c'est sur cette base-là que l'association a été créée. Et on a eu la chance de croiser un jour Michel, qui nous a donné l'opportunité d'aligner une sélection au Mondial de Montaigu, qui pour nous est une fenêtre formidable. Alors c'est des joueurs qui viennent de quel pays ? L'année passée, on avait des joueurs qui venaient du Cameroun, du Mali, du Ghana, du Togo, du Maroc. Cette année, on aurait dû avoir des joueurs du Maroc, du Cameroun et du Mali. Sauf que les incidents politiques qui ont cours au Mali n'ont pas permis que les joueurs puissent avoir des visas à temps pour être là.
Pascal Braconnier, comment vous êtes-vous retrouvé à entraîner cette équipe ? C'est-à-dire, moi, je suis entraîneur à la recherche d'emploi, donc je suis inscrit à l'UNECATEF et j'ai suivi la 9e édition de 10 mois vers l'emploi avec l'UNECATEF. Et donc, l'UNECATEF a signé un partenariat, une convention avec Foot Solidaire Afrique. Et donc, on a été 2 entraîneurs à être désignés. Gilles Hugon, mon collègue, qui est parti avec les joueurs sur Angers, et moi-même, pour les préparer et les recevoir sur un stage de 15 jours, qui précède le tournoi de Montaigu, ce qui permet de leur faire découvrir un petit peu comment on fonctionne en France, comment on s'entraîne, et leur apporter quelques infos et quelques atouts supplémentaires. On reviendra bien sûr tout à l'heure sur cette équipe, sur sa préparation, avec des matchs amicaux en ce moment, mais on va s'intéresser au championnat national, François, avec le Poiré-sur-Vie qui voulait retrouver le goût de la victoire samedi. Absolument, et encore une belle affluence samedi soir à Lidonnière, plus de 2200 personnes au stade pour venir donc encourager le Poiré-sur-Vie face à un promu en grosse difficulté, USS Pont-du-Gard. Des genoux, comme vous l'aviez dit, qui marquent le pas depuis quelques matchs. Ils n'ont plus gagné depuis un mois, c'était face à Quevilly. Il fallait donc se rassurer et retrouver le chemin du succès. Retour donc sur le résumé de la rencontre. Match des extrêmes samedi soir à Lidonnière entre le Poiré, 3e du national en maillot bleu, et USS Pont-du-Gard, 17e et relégable. Das Neves et Héloïse suspendus, Le Fay et Kifouetti sur le banc, c'est un Poiré remodelé sinon diminué qui débutait la rencontre. Les genoux qui se mettent les premiers en évidence, Le Goff déborde et centre. Sacré Gahou reprend mais son tir puissant est repoussé par le portier gardois. Nouvelle attaque vendéenne, mais Moussa Marega se voit devancé d'un cheveu par le défenseur Johan Alemani. À la suite d'un ballon récupéré par Jacuzzi, Marega toujours bute encore sur le gardien d'Uzès qui repousse la frappe. Marega décidément maudit qui voit cette fois son ballon passer tout près du poteau. Les Gardois ne ferment pas le jeu pour autant, bien en place et présent dans les duels, ils contrarient le jeu Jeunot. La mi-temps est sifflée sur le score de 0 partout. Une super première mi-temps dans le premier quart d'heure. Dommage que ça n'a pas été payant parce qu'il faut dire ce qu'il est. Ils ont eu des occasions en or. Très bonne première période, surtout dans le premier quart d'heure. Grâce à Moussa qui a fait une superbe accélération mais manque un tir face au gardien. Et Romain Jacuzzi très présent devant. Il remplace très bien Kevin Lefebvre. Début de match assez vif. Et après, pour les 2 équipes se contrôlent. Une belle première mi-temps, on voit quand même qu'il manque certains cadres de l'équipe. L'équipe est un peu déstabilisée. Je pense qu'ils vont prendre le dessus en deuxième mi-temps. Bon, il y a quelques suspendus, il y a quelques joueurs au repos. Ça serait important de gagner pour garder ces 5-6 points d'avance. Donc ça serait toujours important une victoire ce soir. À la reprise, les joueurs de Samuel Cruz se font de plus en plus pressants, récupèrent de nombreux ballons et se montrent dangereux à l'image de Boutaïb qui voit sa frappe atterrir dans le petit filet extérieur de Pichot. La fin de match est à l'avantage du Poiré, mais Robinet pour Uzès fait des prouesses comme sur ce tir dans la surface de Seka. Les genoux poussent encore, mais les rouges font de la résistance et se battent sur tous les ballons pour arracher ce point du match nul. Les entrées de Lefay et Kifouetti ne donneront rien. Score final 0 partout, le Poiré a manqué d'efficacité pour espérer l'emporter. Aujourd'hui, on a fait un match, il ne faut pas non plus tirer des enseignements trop rapides. Je rappelle qu'un championnat, c'est 38 journées, qu'aujourd'hui, on joue Uzès et qu'Uzès a le droit de venir prendre des points au Poiré, c'est pas interdit. Voilà, c'est comme ça, on est déçus, on avait envie de prendre 3 points. On sort d'un match où on a été égalisé à la 90e minute au Paris FC, et d'un match où on a eu des occasions, on n'a pas gagné, ça fait que 2 points. Ça aurait pu en faire un peu plus, mais c'est comme ça. On a aussi manqué un peu de promptitude des fois devant le but. Je pense aux situations où il a souvent manqué une course au deuxième poteau pour fermer le deuxième poteau. Ça a été trop 4 fois dans le match. Si on a un joueur qui sent ça, je vois au moins 3 situations de marquer dans le but vide. Sans être prétentieux, on voulait être ambitieux et mettre des forces offensives pour gêner cette équipe du Poiré et les obliger à jouer long et essayer de les gêner un maximum dans l'entrejeu pour éviter qu'ils puissent construire leur jeu. Parce qu'on sait que c'est, au vu du match aller, des vidéos que j'ai pu voir, c'est un rouleau compresseur qui use petit à petit ses adversaires. Le Poiré de nouveau accroché à domicile et qui n'a plus gagné depuis un mois. Le Poiré piétine donc au classement mais reste solide 3e. Vendredi prochain, sans Kevin Lefebvre, c'est un déplacement périlleux au CA Bastia qui attend les joueurs d'Oswald Tanchot. Les autres résultats de cette journée ?
Notamment la défaite surprise du leader Créteil chez lui face à Épinal 2-1. Metz qui domine Carquefou 2-0. Amiens qui va battre Luznac 1-0. Orléans qui en fait de même devant Rouen. Enfin, Vannes et Bourg-Péronne n'ont pu se départager 0 partout. Au classement, Créteil est toujours largement en tête avec 67 points, devant Metz 53 et le Poiré-sur-Vie 50. Amiens et Bourg-Péronne sont à 6 longueurs des Vendéens avec cependant un match en moins. Enfin, toutes les équipes du bas de tableau sont encore concernées par le maintien, à l'exception de Quevilly qui semble déjà condamné. Michael, journaliste à Atlantic Football Club, on le rappelle, vous suivez de près cette équipe du Poiré. Analyse rapide déjà de ce match face à Uzès, et puis comment vous voyez la fin de saison des Genoux? Ils ont eu un match difficile, mais c'est vrai qu'ils sont tombés sur une belle équipe d'Uzès qui est en position de relégable, mais qui a montré beaucoup de bonnes choses sur ce match-là. C'est vrai qu'on a senti une équipe du Poiré qui a eu les occasions, mais qui a eu du mal à finaliser tout ça. Après, la période est un petit peu difficile, donc les occasions qu'ils mettaient avant maintenant passent à côté ou sont repoussées par le gardien. C'est juste une période difficile, il n'y a pas péril en la demeure, je pense, pour le Poiré-sur-Vie. Pascal Braconnier, vous continuez à suivre un peu l'actualité du Poiré et puis des autres clubs du secteur? Oui, moi je suis l'actualité du football en général et du sport en général. Donc effectivement, on a toujours un moment et une période dans une saison, même si on est parti très fort. La preuve, c'est que Créteil a été battu chez lui par un relégable aussi. Donc ce qui fait que le championnat, c'est 38 journées, c'est à la fin du championnat qu'on voit qui passe et qui descend. Donc c'est sûr que les périodes comme ça, quand on fait des nuls, c'est déjà bien, on prend quand même un point. Donc à partir de là, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour eux. On descend d'un étage maintenant avec le CFA. On joue à la 25e journée ce week-end et la bataille fait rage en haut du classement du groupe D entre Luçon, Trélissac et les Herbiers notamment. Plusieurs équipes peuvent encore prétendre jouer les troubles fêtes. C'est le cas de Pontivy, de Saint-Malo, de Romorantin ou encore d'Avranches. Des Avranchinais qui se déplaçaient sur la pelouse du leader Luçon vendredi soir. L'occasion pour les Sud-Vendéens de conforter leur première place et même pourquoi pas d'accentuer leur avance. Mais les Avranchinais ne l'entendaient pas de cette oreille. Voici le résumé du match avec des images de Marine Fumolo et de nos confrères de Sud-Vendée Info. 500 spectateurs à Jean de Mouzon pour cette rencontre entre deux équipes qui se connaissent bien. Les Avranchinais comptent bien se mêler à la lutte du haut de tableau et ils profitent d'une mauvaise habitude luçonnaise, celle d'encaisser un but en tout début de rencontre. On joue la 8e minute lorsque Cabran échappe à la vigilance de la défense. L'avance-centre normand dribble Leclerc et ouvre le score 1-0 pour Avranches. Les Luçonnais tentent de réagir avec cette frappe trop molle de Valero. 26e minute, les Luçonnais obtiennent un coup franc à un peu plus de 30 mètres des buts. La distance n'effraie pas Marvin Seck qui tente sa chance et réussit à tromper le gardien, un but partout. Avranches se montre dangereux à son tour sur coup franc. La reprise de volée de Cabon est repoussée par Leclerc. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité. Comme d'habitude, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. On prend un but d'entrée qui nous fait très mal. Et après, on a quand même réussi à poser notre jeu. Et l'égalisation est méritée. Je pense que Jonathan Berthaud il fait un très bon match pour l'instant. Bonne équipe d'Avranches et Luçon, par rapport à d'habitude, n'est pas bon, quoi. J'espère qu'ils vont rectifier ça en deuxième mi-temps pour pouvoir l'emporter. Voilà. Mais Luçon, en fin de première mi-temps, ils ont reculé. Puis, il y a un mauvais comportement quand même du numéro 5 de Luçon comparé à d'habitude. De retour sur la pelouse, les Luçonnais débutent aussi mal la seconde période que la première. 48e minute, Créache, servi par Vauvy, inscrit un but magnifique pour Avranches qui reprend l'avantage de buts à 1. Luçon doit donc de nouveau courir après le score, mais manque de précision dans le dernier ou l'avant-dernier geste. Poussevin bute sur le gardien, Eman ne cadre pas sa reprise. On retrouve les deux hommes à la 68e minute. Centre de Poussevin pour la tête de Johan Eman. Le gardien est battu et les Luçonnais reviennent une nouvelle fois au score, 2 buts partout. On en restera là. Sérieusement embêté par une solide équipe avranchinaise, Luçon doit se contenter des 2 points du match nul. Sur le match, ça reste logique. On a vu une des plus belles équipes du championnat. Je pense ce soir à Luçon, c'est l'équipe qui nous a le plus posé problème. Donc je pense qu'un match nul sur le contenu, ça reste au bon. Maintenant, c'est vrai qu'on espérait mieux, mais ça reste un bon match de CFA. Quoi. Sur l'idée de venir jouer chez le leader, de venir y partager les points, c'est pas une mauvaise opération au départ, compte tenu de la physionomie du match et du scénario et de la manière dont on a pu concéder les 2 buts, ça amène forcément énormément de regrets.
Une semaine chargée attend maintenant les Luçonnais avec 2 déplacements au programme. Le premier à Romorantin mercredi en match en retard, puis un deuxième dimanche au Havre. Et on va voir les autres résultats de cette journée de CFA avec la victoire des Herbiers à domicile face à la réserve du Havre. 3-1, doublé de Papin et but de Ruot. Fontenay a obtenu le match nul sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Un but partout. Le but fontenaisien est signé Le Touzé. Trélissac a concédé le match nul face à Plabennec. A noter également le match nul 0-0 entre Pontivy et Romorantin. Au classement, Luçon est toujours en tête avec 2 points d'avance sur les Herbiers et Trélissac. Trélissac qui compte un match en moins et qui par ailleurs devrait être pénalisé de 2 points. Une pénalité qui n'est toujours pas effective sur le classement officiel de la fédération. Samedi, il y aura une rencontre très intéressante entre les Herbiers et Trélissac. Fontenay occupe la 8e place à 8 points de Luçon. Dans la deuxième partie de ce classement, quand Le Havre, Viry-Châtillon et Saumur occupent les 4 dernières places. Michael, un mot aussi sur ce championnat de CFA. Une équipe vendéenne en nationale l'année prochaine et si oui, laquelle ? Laquelle, bonne question. Par contre, c'est vrai que Luçon est bien passé. Faut pas oublier que c'est une équipe quand même qui a réussi le même parcours que Carquefou la saison dernière en CFA. Donc, il aurait tout aussi bien pu monter en national. C'est une équipe qui a fait un très bon parcours aussi en Coupe de France, qui, la plupart des entraîneurs de ce groupe, produit un des plus beaux footballs de la poule. Donc c'est vrai que Luçon me paraît le mieux armé, même si je pense qu'il faudra aussi faire attention à l'équipe de Saint-Malo qui revient très bien derrière. On revient au mondial de Montaigu. Michel Allemand, cette année, 11 sites pour le mondial, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. 11 communes. Comme d'habitude. Voilà, c'est une tradition. 3 communes en Vendée extérieures de Montaigu, plus le canton de Montaigu. Avec évidemment, comme chaque année, une forte mobilisation de bénévoles. Oui, bien sûr. Sur Montaigu, sur la plateforme Montaigu, on compte à peu près le week-end de Pâques 500 personnes. Mais si on fait le total sur la Vendée, on a certainement entre 1000 et 1200 personnes qui donnent un coup de main pendant le tournoi, quoi. Il faut rappeler donc, que l'entrée au match est gratuite, hein, sauf en tribune à Montaigu, c'est la seule exception. Oui, pour la fin de la semaine. Hein, le samedi, dimanche et lundi, les tribunes sont payantes, mais l'entrée est gratuite au stade. L'accès au stade est gratuit et libre, complètement. Il y a un tournoi qui débute un peu plus tôt, puisque les hostilités démarrent dès demain. Oui, quand on a parlé de nouveautés, c'est vrai qu'aussi important, puisqu'avant, on avait des matchs qui se suivaient, mercredi et jeudi, et à la demande des fédérations, il faut un jour de repos maintenant entre chaque match. Donc c'est pour ça qu'on a commencé le tournoi mardi, et les fédérations se reposent le mercredi, elles jouent le jeudi, elles jouent le samedi et le lundi. Claude Canat, on le disait, c'est la 2e participation de l'équipe Foot Solidaire Afrique. Là, l'année dernière, ça avait été un peu compliqué sur le terrain, avec des scores assez fleuves. Cette année, est-ce que ça va être mieux ? Est-ce que le niveau a augmenté ? En tout cas, on a fait tout ce qui était nécessaire pour que, sur le plan sportif, ça se passe mieux. La préparation a commencé dès le mois de décembre au Cameroun. On a rassemblé dès la première moitié du mois de décembre, à peu près 300 jeunes de moins de 17 ans. La première phase a eu lieu avec 2 groupes d'entraîneurs sur les villes de Douala et de Yaoundé. Et les entraîneurs qui ont été mis à notre disposition par l'UNECATEF, Gilles Hugon et Didier Christophe, sont arrivés en mi-janvier. Et on a travaillé sur à peu près 2 semaines. Et à l'issue des 2 semaines, une vingtaine de joueurs a été retenus, qui, à notre avis, semblent les meilleurs. La préparation continue. On a fait un match amical contre le FC Nantes mercredi passé. Et on jouera demain sur Angers. Donc, on essaie de faire tout le nécessaire pour que, sur le plan sportif, ce soit meilleur que l'année passée. Je voudrais juste rebondir sur une chose. En ce qui concerne Foot Solidaire Afrique, il faut savoir que l'année dernière, l'équipe était prévue en club, mais est venue dépanner le Cameroun en dernière minute. C'est pour ça qu'ils ont joué dans le Challenge des Nations, d'où les résultats aussi, parce que ils n'ont pas le niveau d'une équipe nationale. Mais bon, c'est pour ça qu'il faudra bien comparer, pas comparer surtout les deux éditions. Je pense qu'ils seront plus à leur place dans le tournoi des clubs. Pascal Braconnier, rapidement, sur un match amical, en tout cas face à Nantes, défaite 1-0, comment vous avez pu jauger le niveau de cette équipe ? Je pense que la difficulté, c'est sur le plan collectif, c'est logique, puisqu'il y a des joueurs, comme le dit Claude, Douala, Yaoundé, donc il fallait trouver un petit peu une cohésion. Moi, je ne les avais pas vus côté Afrique, donc là, je les ai découverts dimanche. Mon collègue, lui, était en Afrique, donc les connaissait déjà. Donc on a fait un travail axé surtout sur le collectif. Et puis leur apporter un petit peu d'armes et de solutions pour qu'ils soient opérationnels dans le challenge des clubs.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la qualité technique sur un certain nombre de joueurs, qualité athlétique aussi, et que je pense qu'on a travaillé un petit peu toutes les palettes possibles, en faisant pas mal d'entraînement évidemment, parce que comme ils avaient froid, on les a plutôt réchauffés, et on espère, donc on verra avec le match de demain si ça confirme ce qu'on a vu depuis dimanche dernier. On va terminer cette première mi-temps avec d'autres résultats football. François, le CFA2 pour commencer. Le CFA2 est la réserve du Poiré qui ramène un bon nul de Châtellerault, un partout. Les Genoux poursuivent leur bonne série et sont 9e au classement avec 42 points. Classement toujours dominé par les réserves de Nantes et d'Angers, même si celles-ci ont été mises à mal ce week-end à Châteauroux et devant Limoges. La Flèche avec 32 points et Lanterne Rouge. Division d'honneur et la Roche VF qui poursuit sur sa lancée. 5e victoire consécutive. 3-1 face à la Chapelle-sur-Erdre. Victoire des Herbiers à Châteaubriand. Victoire également des Sables d'Olonne à la Châtaigneraie. Chalon s'est imposé face à Vertou et Fontenay l'a emporté devant Orvaux. Au classement, la Roche VF accentue encore son avance avec 14 points sur Châteaubriand, 17 sur Carquefou et les Herbiers. De la 5e à la 7e place, on trouve les Sables, Chaland et Fontenay. Dans la deuxième partie de tableau, une seule équipe vendéenne, la Châtaigneraie, 9e. La division 2 féminine. Une belle opération des filles de La Roche ESO qui sont allées s'imposer 3-0 à Cornay, la Lanterne Rouge. Dans l'autre match en retard, Le Mans a dominé Condé-sur-Noireau 3-0. Au classement, Soyaux est toujours en tête avec 66 points. La Roche ESO et Le Mans qui ne se quittent plus suivent à 10 points. Dans le bas de tableau, Poitiers et Cornay sont pour l'heure relégables. Fin de la première mi-temps de 85 chronos. On se donne rendez-vous pour la deuxième mi-temps avec du hockey sur glace et la saison terminée pour le Ogli, éliminé en quart de finale des playoffs de Division 2 par Cholet. Les basketteurs luçonnais n'en finissent plus de surprendre. Ils se sont imposés samedi face aux leaders et visent désormais la deuxième place, synonyme de playoff. En rugby, triste derby entre La Roche et les Sables à l'occasion de l'avant-dernière journée de Fédéral 3. Comme au match aller, les Lyonnais se sont imposés. Et puis nous irons à Saint-Hilaire-de-Riez où avait lieu samedi un gala international de boxe cambodgienne. Du beau spectacle avec notamment 2 combats professionnels. A tout de suite. La deuxième mi-temps de 85 chronos. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Allemand, directeur du Mondial Football de Montaigu, de Claude Cana, de Pascal Braconnier, manager et entraîneur de l'équipe Foot Solidaire Afrique. Michael Michet du site internet atlanticfootballclub.com est également avec nous. Avant de reparler football, du hockey sur glace pour attaquer cette deuxième mi-temps avec le quart de finale retour des playoffs de Division 2. Le Ogli, battu 8-3 au match aller à la patinoire Arago, se déplaçait à Cholet samedi pour le match retour. 5 buts à rattraper donc pour les Lyonnais. Vous voyez là quelques images de nos confrères de TLC, la télévision locale du Choletais. Cholet qui ouvre le score à la 9e minute, 1-0. C'est le score à la fin du premier tiers-temps. Les Choletais doublent la mise à la 25e minute. Puis Payen réduit la marque pour La Roche 10 minutes plus tard. 2-1 pour Cholet après 40 minutes de jeu. Les joueurs du Ogli le savent, ils ne peuvent plus revenir à hauteur des Choletais. L'équipe de Juraj Oselka accuse le coup dans le troisième tiers-temps. Elle encaisse 3 nouveaux buts et s'incline finalement 5-1, soit un score cumulé de 13-4 sur l'ensemble des 2 matchs. Cholet se qualifie pour les demi-finales, ce sera face à Chambéry. Pour les Lyonnais, c'est donc la fin de la saison, une saison plutôt bonne avec une qualification pour les quarts de finale et sans regret car Cholet était vraiment supérieur. On va écouter les réactions des 2 coachs, Juraj Oselka pour La Roche et Julien Pillan pour Cholet au micro de TLC. On a joué 4 fois face à Cholet, Cholet nous a battu 4 fois, donc voilà. Tout est dit. Hein. Le miracle, voilà, on pouvait espérer. On pouvait essayer tout ce qu'on voulait, mais voilà, ils ont été en gestion de match parfait. Nous, peut-être ça nous manquait un peu de force, parce qu'on n'avait que 15 joueurs. On a gagné quand même 5-1, mais ça ne reflète pas forcément notre performance de ce soir. J'avais un peu prévenu les gars sur le fait que les 5 buts d'avance pouvaient un peu nous ramollir, et puis c'est ce que ça produit ce soir, c'est qu'on n'a pas été avec la hargne qu'on a ces dernières semaines, et puis voilà, ça a donné un match moyen. Voilà, et le Ogli qui va maintenant préparer la saison prochaine, c'est donc le début de la période des transferts, une période qui commence par un départ, celui de Thomas Caspar qui a porté les couleurs du Ogli pendant 6 ans. On revient au football, le mondial de Montaigu, 41e édition qui débute donc demain avec les nations. Michel Allemand, c'est compliqué d'annoncer des favoris, mais quelles sont les équipes qui selon vous seront au rendez-vous ? C'est sûr, quand on a la chance d'avoir comme équipe l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas et la France, sans sous-estimer
la Turquie, le Japon et le Chili, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'on a toujours tendance à s'identifier aussi aux équipes professionnelles. Alors je ne sais pas parce que l'entraîneur de l'équipe de France m'a dit ce matin que la Turquie avait une très bonne équipe. Et le Chili qui emmène une équipe plus jeune que les autres. Oui, ça c'est le phénomène Amérique du Sud. Les Uruguayens, c'était pareil il y a 2 ans. Alors vous, du côté de Foot Solidaire Afrique, vous allez affronter en phase de poule Toulouse, puis Le Mans et JFA Japon. C'est une académie, c'est ça? Oui, l'académie de Fukushima. De Fukushima. À quoi vous vous attendez? Est-ce que c'est possible dans ces catégories-là d'avoir des vidéos, de superviser un petit peu les adversaires? Nous, on peut avoir des renseignements, oui, notamment à Toulouse, puisque dans notre session UNECATEF, on a Luc Bruder qui a été 4 ans directeur du centre de formation, donc je pense qu'on peut avoir... Il connaît la génération, puisque c'est lui qui l'a un petit peu modelé. Donc on sait en plus qu'ils sont quand même 2e en championnat U17 derrière le FC Nantes, que le système de jeu à Toulouse part des U13 jusqu'aux seniors. Donc on peut avoir des... Après, il y a l'aspect collectif et puis les individualités qu'ils doivent avoir, donc... c'est certainement par le plus solide qu'on va commencer. Donc on aura peut-être du jus et l'envie débordante, vraisemblablement. Enfin, les joueurs, semble-t-il, ont cet esprit-là. Après, on jouera Le Mans, qui est aussi national U17, 5e dans l'autre poule, qui a gagné ce week-end à Lorient. Lorient, c'est une équipe qui joue beaucoup au football, donc je pense que Le Mans doit être solide aussi. Donc c'est un petit peu comme les nations. Je pense que les clubs pro, 7 sur 12, seront vraisemblablement les têtes d'affiche, c'est évident. Après... il peut y avoir une petite surprise, on ne sait pas. Mais voilà, l'important pour les joueurs de Foot Solidaire Afrique, c'est d'apprendre et de se confronter à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de se confronter, et notamment qui ont surtout l'habitude de s'entraîner, de jouer ensemble pendant plusieurs années. C'est ce qui est important pour eux, pour leur vécu. Claude Cana, qu'est-ce qui serait pour vous un mondial de Montaigu réussi pour votre équipe, pour vos joueurs? Depuis le début de la préparation, on leur a tenu un certain langage. On est une association à la base, donc même si on les accompagne dans leur parcours pour éventuellement, si c'est possible, devenir des footballeurs professionnels, et on veut avant tout faire d'eux des hommes, des garçons bien élevés, des garçons qui réussissent sur d'autres plans. Et pour cette raison, un mondial bien réussi serait dans un premier temps pour nous d'avoir des garçons complètement changés à leur retour en Afrique, et éventuellement sur le plan sportif, on ne peut pas aborder une compétition en se disant voilà, on va se contenter juste de participer. Donc le meilleur mondial pour nous, ce serait d'aller le plus loin possible. Avec donc ce premier match vendredi face à Toulouse. On enchaîne avec le basket maintenant. La Nationale 2 masculine et un match de gala samedi soir à la salle des Commets à Luçon. Le LBC recevait le leader Tarbes-Lourdes qui ne comptait que 3 défaites avant cette rencontre. Vous voyez des images de nos confrères de Télé Luçon Sud-Vendée. Les Luçonnais livrent une excellente première période. Ils profitent de la maladresse de leurs adversaires pour creuser l'écart dès le premier quart-temps. 22-10. L'équipe de Laurent Hay poursuit sur sa lancée dans le deuxième quart-temps. Tarbes-Lourdes réagit juste avant la mi-temps, mais Luçon est toujours devant, 42-36 à la pause. Au retour des vestiaires, les visiteurs se montrent plus incisifs et font souffrir les Luçonnais qui réussissent tout de même à creuser encore l'écart, un écart qui va jusqu'à 17 points. Le leader réagit mais trop tardivement, l'écart redescend en dessous des 10 points dans les 10 dernières minutes, mais Luçon résiste et ne laisse pas filer la victoire. Score final 75-65, une très belle performance des Sud-Vendéens dans une salle des Commets copieusement garnie. On écoute l'entraîneur de Luçon, Laurent Hay, au micro de TLSV. J'ai trouvé un niveau de première mi-temps vraiment consistant des deux côtés du terrain. Et voilà, maintenant, il faut qu'on arrive à reproduire ce niveau-là sur 40 minutes. Mais bravo à mes joueurs, c'est eux qui sont allés la chercher. Et voilà, je voulais gagner ce match-là et les joueurs le voulaient, pour toujours essayer de jouer cette deuxième place. On verra. Et puis 2, c'était aussi pour un peu valider notre saison qui est exceptionnelle, mais je pense qu'elle est d'abord surprenante. Surprenante, en effet, la saison des Luçonnais qui visaient uniquement le maintien en début de saison, et ils peuvent maintenant rêver des playoffs. Pour cela, il faut aller chercher la deuxième place occupée par Garonne. Le Pays des Olonnes, de son côté, s'est incliné à Dax 87-56. Le POB 11e n'a toujours pas assuré son maintien. Il reste 3 journées à disputer. La Ligue 2 féminine.
Avec un beau succès des joueuses de La Roche VBC qui dominent Grafenstaden 74-64, c'est en première période que les Lyonnaises ont construit leur victoire. Au classement, les Lyonnaises sont désormais 6e avec 34 points. Nice, vainqueur de Pau-Orthez et Calais de Limoges sont toujours aux 2 premières places. Dans le bas de tableau, Limoges et le Centre fédéral ferment la marche. En National 1 masculine, Châlons s'est lourdement incliné sur le parquet de Souffel-Weiersheim que 68-44. Les Chalandais 14e sont toujours en position de relégable et devront impérativement s'imposer face à Rennes samedi soir. Le VCB privé de son joueur américain Greg Jenkins blessé. Il est remplacé par le Lituanien Koukinas qui fait son retour à Châlons. Il avait disputé un match au mois de novembre. En National 2 féminine, on n'arrête plus la Garnache qui s'est encore imposée ce week-end. Une victoire arrachée de haute lutte 62-60 à Basketland. Avec ce nouveau succès, le 7e d'affilée quand même, les filles de Fodil Benabidi se hissent à la 3e place avec 35 points et joueront donc les playoffs et donc la montée en National 1. Anglette et La Couronne avec 37 points sont aussi en course pour la montée. En National 3 masculine, dans la poule D, défaite de La Roche à domicile face à Aguetmo 90-73, victoire de Chantenay à Montgaillard 75-72, une belle victoire qui malheureusement ne permet pas aux Chantenaisiens de se sauver. Il reste seulement une journée et les Vendéens seront donc relégués. Dans la poule E, Saint-Fulgence s'est incliné chez le leader, La Riche 93-75, victoire de Saint-Georges de Montaigu face à Avrier 71-68. Saint-Georges toujours à égalité avec La Riche et Rezé en tête du classement, Saint-Fulgence est 10e. En National 3 féminine, Belleville a dominé la réserve du F Angers 72-53. Les Vendéennes qui n'avaient plus rien à craindre ni à espérer dans ce championnat confortent leur 6e place au classement avec 31 points. Classement toujours dominé par la réserve de Rezé avec 40 points, suivi de La Rochelle 39. Nantes, Saint-Rogatien et Poitiers ferment la marche. Et on reste encore un peu dans le basket, François, puisque les jeunes joueurs de la Motte Achard ont eu droit à une belle visite mercredi dernier. Effectivement, et c'est la 2e fois que le club de la Motte Achard recevait la visite de joueurs de Cholet Basket, et il s'agissait cette fois de Rudy Jambi, qui connaît bien la Vendée, pour avoir joué en équipe jeune à La Roche, et de la nouvelle recrue américaine, Aubrey Coleman. Durant une bonne heure, les 2 joueurs professionnels ont animé et encadré les benjamins du club, lors d'une séance d'entraînement qui sortait donc un peu de l'ordinaire, comme vous le voyez sur ces images. Coleman a fait le show et en a fait voir de toutes les couleurs aux jeunes basketteurs en herbe. Séance de tir, dribble, concours de lancer franc et séquences de match ont ponctué la séance. Les 2 joueurs de Cholet Basket se sont ensuite prêtés à une séance de dédicaces et d'autographes. Avant de quitter la salle, il faut savoir que durant la saison, les joueurs professionnels de basket ou autres participent souvent à ce genre d'action à but social imposé au club. On écoute Rudy Jambi. Je pense que les jeunes sont un peu intrigués par la voie entre guillemets pour arriver là où on est arrivé. Donc voilà, ils ont souvent des questions pertinentes sur à quel moment on a commencé le basket, quand est-ce qu'on a eu en tête de vraiment devenir joueur professionnel. Voilà, on est là pour un peu leur transmettre un savoir-faire, c'est vraiment entre guillemets. Voilà, essayer un peu de les aider sur les questions qu'ils peuvent avoir là-dessus, quoi, sur comment y arriver. Ça, faudrait demander à un éducateur, un formateur ou un coach. Moi, je pourrais pas dire si tel ou tel joueur va devenir bon ou pas, mais là, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. De là à dire qu'ils vont percer, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Il y en a qui sortent du lot quand même. Voilà, donc pour le basket, on revient au football. Michael Michet, donc journaliste pour le site atlanticfootballclub.com, mais également joueur, ou ancien joueur, carrière terminée. Non, toujours joueur. Toujours joueur. Actuellement à l'ESO La Roche en DSR. Vous avez joué notamment à la Châtaigneraie, à la Roche VF aussi. C'est ça, donc je suis arrivé en Vendée il y a 3 ans. Première année en CFA2 à la Châtaigneraie, l'année dernière à La Roche Vendée Football en division d'honneur et donc maintenant à l'ESO La Roche. Mais vous êtes là en tant que journaliste, avec donc ce mondial de Montaigu qui forcément va remplir les colonnes du site ces prochains jours. C'est ça, l'idée c'est de faire une couverture totale de l'événement, donc pendant 6 jours. Toute l'équipe du site internet sera déployée sur tous les terrains. Il y aura des interviews, il y aura des reportages en info continue sur le site internet. Tous les matins, on aura un support papier aussi, donc le journal de Montaigu qui sera distribué sur tous les sites. On peut le montrer d'ailleurs, on a un petit exemplaire, voilà, le journal du mondial qui sera donc distribué tous les jours. Voilà, tous les matins sur les sites. Et puis du coup, la cerise sur le gâteau lundi, avec les 2 finales qui seront retransmises en intégralité en vidéo sur le site internet. Donc 15h15 pour la finale des clubs et 17h30 pour la finale des nations. Et puis entre les deux, il y aura une émission d'une bonne demi-heure avec un plateau télé donc en direct de Montaigu
pareil avec des invités, certains anciens joueurs professionnels. Donc tout ça sera retransmis en direct sur le site internet. Et cette finale nation sera un peu le fil rouge également de 85 chrono la semaine prochaine. On fera plusieurs points réguliers avec donc l'équipe de Atlantic Football Club. Michel Allemand, évidemment, ce mondial, c'est l'occasion de voir des futurs stars, des futurs champions. Il y a beaucoup de joueurs professionnels, de joueurs d'équipe nationale qui sont passés par ce mondial. Et forcément, ça attire des convoitises. Beaucoup d'agents viennent chaque année à Montaigu. Ça, c'est quelque chose que vous essayez de gérer, que vous laissez faire, qu'il faut contrôler, qu'il faut encadrer? Non, on laisse faire. Autant les premières années, ça nous avait un petit peu interpellés, mais maintenant, ça fait partie du système. En plus, les agents ou les recruteurs font leur travail correctement, donc il n'y a pas de problème. Et nous, dans la mesure où les entrées sont libres, le stade est libre, puis quand on peut leur faciliter la tâche avec les listes des équipes, ça y est. Nos relations sont excellentes, mais c'est vrai que cette année encore, là, je disais tout à l'heure, en partant de Montaigu, entre Arsenal, Eindhoven, Barcelone, les coups de fil, les mails de demande d'accréditation, parce que les gens pensent qu'il faut des accréditations, alors que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y aura encore du monde demain à 17h30 au coup d'envoi des premiers matchs, ça c'est sûr. On continuera à parler un peu des agents de joueurs, avec notamment vous, Claude Canat, puisque vous êtes agent de joueurs FIFA. Et on parlera aussi de tous les dangers qu'il peut y avoir, notamment avec les jeunes footballeurs africains. Mais il va falloir qu'on avance dans l'émission. Des résultats de hand, François. Oui, avec la victoire de Pouzauges à Billard, la lanterne rouge 33-27. De son côté, La Roche s'est inclinée à Granville 35-29. Au classement, Pouzauges est en tête avec 51 points, mais reste sous la menace de Bougnay à 2 points qui compte un match en moins. Les Olonnes sont 4e avec 42 points et restent en course pour le podium. La Roche est 11e avec 30 points. Billard qui compte un match en moins est dernier. Quelques images de BMX maintenant. Le BMX, sport olympique depuis 2008. Et la piste de la Généraudière à La Roche-sur-Yon accueillait ce dimanche la 4e manche de la Coupe régionale. Une compétition qui se déroule en 7 manches tout au long de la saison. 9 catégories d'âge représentées, masculines et féminines, des 8 ans jusqu'à la catégorie élite. Au total, 380 participants étaient réunis sur cette très belle piste construite récemment. Le BMX Club de La Roche-sur-Yon, organisateur de la compétition, a donné près de 300 départs durant toute la journée. On va écouter le président du club, Daniel Gendronneau, au micro de Marine Fumolo. C'est une course très spectaculaire parce que c'est un sport très, très explosif. La piste faisant 383 mètres linéaires, les plus grands sont à 65 km/h en bout de première ligne droite. Et c'est un sport très très explosif, ça équivaut à 400 mètres heure. Ils sont au maximum, ils sont concentrés sur le pédalage et ils ne prennent pas leur respiration. Et lorsqu'ils arrivent à respirer 2 ou 3 fois en cours pendant la course. Et ça dure environ 35 secondes. Allez, avant de découvrir les titres de l'actualité vendéenne, une info karaté. Oui, rapidement pour dire que suite à leur titre de vice-championne de France de 2e division obtenu ce week-end à Paris, l'équipe du Fontenay KS intègre désormais la 1re division, regroupant les 8 meilleures équipes de France. Dans cette équipe, on retrouve notamment Ingrid Elino, Abelinda Cogno, Vaitiare Théa Mea, pas facile à dire, et Alice Semelier. Les Fontenaisiennes participeront donc au championnat de France Division 1 programmé les 6 et 7 avril à Toulon. Ils sont également sélectionnés en individuel Steven Balzan en moins de 75 kg, Faisal Abadi en moins de 60 et Alice Semelier en plus de 68 kg. Et on suivra bien sûr de près leur performance. Les titres du journal avec Edwige Richard. Bonjour Edwige. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Je serai ravie de vous retrouver dans une trentaine de minutes pour le journal du lundi 25 mars. Et ensemble, nous suivrons le concours de l'AIPPV. Chaque année, l'association pour la promotion des produits juge, examine et note brioche, préfou, jambon et autres produits du terroir pour nommer le meilleur. Exceptionnellement, la société Bouygues nous ouvrira ses portes. Il faut dire que l'entreprise de Saint-Hilaire-de-Voust est heureuse. L'un de ses plus importants clients, Airbus, vient en effet d'annoncer une commande de 234 A380. De quoi évidemment relancer l'activité, vous le verrez. Et nous reviendrons enfin, nous aussi, sur les rendez-vous sportifs du week-end avec notamment les footballeurs du Poiré-sur-Vie. À 9 journées de la fin du championnat de national, les Vendéens restent accrochés à la 3e place. Nous parlerons également de ce gala de boxe cambodgienne et de ce concours régional de BMX. On se retrouve donc dans quelques minutes pour développer tous ces titres. À tout à l'heure. Merci Edwige. La boxe cambodgienne pour nous ce sera dans la prolongation. Il y aura également de la voltige équestre, du rugby et bien sûr du foot avec nos invités. À tout de suite.
La prolongation de 85 chronos, toujours en compagnie de Michel Allemand, directeur du Mondial Football de Montaigu, de Claude Cana, de Pascal Braconnier de l'équipe Foot Solidaire Afrique et de Michael Michet, journaliste atlanticfootballclub.com. On attaque cette prolongation avec du rugby. François, c'était jour de derby ce dimanche à Desgranges. Oui, c'était l'avant-dernière journée de la saison avec des Lyonnais qui partaient logiquement favoris dans leur duel face aux voisins Sablé, d'ores et déjà relégués en promotion honneur et qui n'avaient plus rien à perdre. On se souvient qu'à l'aller, le FCY l'avait emporté 32-10 à l'issue d'un match physique et très tendu. On regarde ce qui s'est passé hier à Desgranges. C'était un après-midi de derby au stade Desgranges avec en levée de rideau de la Fédérale 3 les équipes réserves du FC Lyonnais et du RC Sablé. Les Rouges et Blancs sortant vainqueurs de la confrontation 20 points à 10. Heureux présage ou pas, il est certain que l'équipe première du FC Lyonnais, deuxième de sa poule, partait logiquement favorite avant ce derby retour face aux voisins sablais, condamnés depuis un moment. Dès l'entame de match, les locaux s'installent d'ailleurs dans le camp adverse, mais butent très vite sur des sablés bien regroupés en défense. Les Bleus et Blancs font bien mieux que se défendre et jouent sans complexe. Emery aurait même pu ouvrir le score si ces deux coups de pied de pénalité à la 9e et 12e minute avaient été mieux ajustés. Le jeu s'équilibre, peu d'ouverture de part et d'autre, beaucoup de maladresse aussi. Bernard pour les Sables rate à son tour 2 nouvelles pénalités offertes sur un plateau. La mi-temps était donc sifflée sur un surprenant et rarissime 0 partout. Un petit peu déçu du match. C'est dommage parce que tous les coups de pied ont été loupés. Complètement déçu, oui. C'est vraiment nul. Hein. Nul de chez nul. Hein. On a l'impression que c'est le dernier contre l'avant-dernier. Pour l'instant, on est un petit peu secoué par les Sables. C'est un vrai derby, c'est pas facile. On espère que les Lyonnais vont se réveiller un petit peu là, parce qu'ils ont été assez maladroits quand même dans l'ensemble des passes. Hein. Il va falloir qu'ils se ressaisissent un peu quand même, qu'ils nous montrent du jeu, parce qu'on est venu pour les voir jouer, quoi, hein, pas pour les voir s'embrasser. Hein. Secoués par le public, les Lyonnais entamaient cette deuxième période sur de bien meilleures intentions. Dès la reprise donc, le pack rouge et blanc perforait la défense sablaise. L'action se poursuit et se conclut par Pouclé qui signait le premier essai du match. Premier essai transformé par Luçon. Bis repetita presque dans la foulée, Jeanvrin débordait lui aussi sur le flanc gauche pour inscrire le deuxième essai du match. En l'espace de 10 minutes, La Roche avait fait le break et menait 12-0. Dès lors, on aurait pu croire que les Sablés allaient perdre pied, mais il n'en fut rien. Face à des Lyonnais dominateurs mais très brouillons, les Bleus et Blancs tenaient le choc et se battaient comme de beaux diables. Plus rien ne sera marqué, 12-0 c'est le score final, une petite victoire lyonnaise dans un derby propre cette fois, qui n'est jamais une rencontre comme les autres. C'est jamais facile de se mettre dedans. Je pense que les Sables d'Olonne n'avaient rien à perdre aujourd'hui et ils ont joué un petit peu leur va-tout. Et j'ai trouvé qu'ils l'avaient plutôt bien fait. Ils ont été surmotivés sur cette première mi-temps. Et puis notre banc a fait la différence en deuxième mi-temps. C'est les joueurs qui ont impulsé, les remplaçants ont impulsé un petit peu la révolte pour pouvoir arriver à ces 12 points de différence. Une défaite honorable pour le RC Sablé qui veut terminer la saison la tête haute. Ça s'est déroulé exactement comme je l'avais imaginé. Hein. Donc de ce point de vue-là, je suis assez satisfait du comportement des joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'entre une équipe qui va tenter de jouer la montée en deuxième division et une équipe qui est reléguée, il n'y a que 10-0, quoi. Il n'y a que 10 points d'écart, quoi. Voilà, c'est la conclusion. Battre Poitiers, ça serait bien, quoi, de finir en beauté, quoi, de finir proprement, quoi. Le plus dur actuellement, c'est ça, quoi, c'est de maintenir les gens dans un état de motivation qui font qu'on est capable aujourd'hui de faire un match très correct et j'espère d'accueillir dignement Poitiers. Les Sablés vont donc défier le leader dans 15 jours pour un dernier barreau d'honneur. Les Lyonnais assurés de leur deuxième place se déplaceront eux à Saint-Sébastien avant d'entamer les phases finales fin avril, avec un premier tour logiquement face à Épernay. Le coup est jouable pour les Rouges et Blancs, match aller à l'extérieur, match retour à la maison. Au classement, le FC Lyonnais solide deuxième avec 54 points, installé entre le Stade Poitvin, leader incontesté avec 67 points, et puis Bourreau troisième. Les Sablés Marans 8 et 9e joueront à l'étage inférieur la saison prochaine. Retour au foot, au mondial de Montaigu qui débute donc demain avec les Nations. Claude Cana, on le disait tout à l'heure dans la deuxième partie, donc vous êtes agent de joueurs également, en plus d'être manager de cette équipe Foot Solidaire Afrique. L'un des buts aussi de cette association, c'est d'éviter les abus de certains agents, de joueurs qui encadrent les joueurs, qui recrutent des joueurs notamment en Europe, souvent de très jeunes joueurs, qui se retrouvent pour certains abandonnés ensuite. Est-ce que vous allez être attentif pendant ce mondial aux gens qui vont pouvoir traîner autour de l'équipe ?
Exactement. Le travail a commencé depuis l'Afrique, comme je vous le disais tout à l'heure. D'ailleurs, on a un projet de créer sur place des bureaux d'information pour des jeunes sportifs et pour leurs familles, pour essayer de faire cette prévention. En ce qui concerne les jeunes qui sont là, ils sont bien entourés. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'autres personnes que de nous qui sommes autour d'eux et qui leur fournissons toutes les informations qui sont nécessaires pour l'évolution de leur carrière. Et par conséquent, on n'a pas besoin de faire forcément plus attention que ce qui est nécessaire. Est-ce qu'ils participent à d'autres événements que ce mondial de Montaigu ? Non. Pour l'instant, ils sont là pour l'instant juste pour le mondial. Pascal Braconnier, qu'est-ce que vous, personnellement, vous espérez tirer comme expérience de avec cette sélection, pardon ? Bah déjà, j'ai retrouvé un petit peu le terrain, donc c'est plutôt sympa. En plus, ce qui est très marquant, c'est que c'est des garçons qui ont un respect de la hiérarchie très important, donc ils sont très à l'écoute. Oui, coach, on écoute et on se met en route. Ça, c'est vraiment un bonheur. Et puis, peut-être me donner l'occasion de pouvoir rebondir avec mon collègue Gilles dans des clubs sur des équipes de jeunes ou peu importe. Donc, c'est une bonne expérience. En plus, moi, j'avais pas eu l'occasion d'avoir des échanges avec des Africains. Donc, ça se passe super bien et le travail qu'on fait est super agréable. Alors, on le disait, beaucoup de grands joueurs sont passés par Montaigu. C'est souvent un grand souvenir pour ces joueurs-là. Et il y a plusieurs joueurs en Vendée qui ont participé à ce mondial. C'est le cas notamment de plusieurs joueurs du Poiré-sur-Vie que vous avez rencontré, François, samedi soir. Vincent Le Goff, qui a participé avec le FC Nantes en 2006, et Romuald Marie avec le Stade Rennais en 2005. Ils vous ont livré leurs souvenirs du mondial de Montaigu. J'étais avec le FC Nantes. C'est vrai que c'est un super tournoi. J'ai pas fait une grosse performance là-bas parce qu'on ne s'est pas qualifié en phase de poule, mais c'est vrai que c'est une grosse organisation et un très beau tournoi à voir et à jouer. Et je pensais d'ailleurs aller observer un peu tout ça le week-end prochain. On avait terminé troisième, donc un bon souvenir. Malheureusement, je pense qu'on aurait pu le gagner parce qu'on avait perdu au pénalty en demi-finale. Donc c'est vrai que c'était assez frustrant, mais c'est un niveau international parce qu'il y a les sélections à côté. Nous, il y a toutes les grandes équipes de France et le niveau est très soutenu, c'est des beaux terrains, c'est une bonne ambiance. Puis en étant jeune, on a envie de prouver ce tournoi-là, c'est normal. Puis voilà, Montaigu, c'est renommé. Surtout qu'au FC Nantes, on en parlait beaucoup parce que c'est pas très loin et tous les joueurs de l'équipe attendaient ce tournoi. Et on se battait vraiment à l'entraînement pour y participer. Michel Allemand, quels sont les joueurs qui vous ont vraiment marqué durant ce tournoi, des joueurs qui ont survolé peut-être le tournoi, alors peut-être récemment, peut-être des joueurs qu'on ne connaît pas encore. Premièrement, moi, je ne vois pas tous les matchs, loin de là. Et deuxièmement, on découvre les talents après. Effectivement, on aperçoit des joueurs, mais on ne peut pas dire... quand Benzema a joué, qu'il aurait éclaté comme il a éclaté, et ainsi de suite. Cristiano Ronaldo, quand il a joué avec les Portugais, effectivement, c'était un très bon joueur, mais bon, atteindre le niveau, on ne peut pas dire. Ou ceux qui ont un œil avisé, les recruteurs ou les agents de joueurs qui suivent davantage pourraient déceler, mais bon, c'est très compliqué, parce qu'on a vu aussi le contraire de très très bons joueurs au tournoi de Montaigu qui n'ont pas fait de carrière, et ça, il y en a aussi, il ne faut pas l'oublier. Michael, vous n'avez jamais participé au mondial de Montaigu ? Non. C'était un rêve peut-être, plus jeune ? C'était quand on est jeune footballeur, Montaigu, ça représente quelque chose ? Oui, c'est quelque chose. Sur les catégories de jeunes, c'est vrai qu'en France, à part le Festival Espoir de Toulon, il n'y a pas grand-chose qui a la même renommée. Et puis on faisait le point aussi tout à l'heure par rapport aux joueurs qui sont passés par là. C'est vrai qu'il y a Cristiano Ronaldo et autres, mais il y a aussi Marcel Desailly, Thierry Henry. Donc c'est vrai que ça laisse rêveur. C'est un tournoi qui a aujourd'hui une belle aura et qui représente pour les jeunes leur Coupe du Monde à eux, pour certains. Donc c'est un événement à pas minimiser. Ouais. Alors le Cambodge n'est pas présent cette année. Et pourquoi pas un jour ? J'ai essayé d'avoir le Vietnam. On n'a pas réussi à avoir le Vietnam, mais pourquoi pas le Cambodge ? Mais il y avait des boxeurs cambodgiens à Saint-Hilaire-d'Eurier samedi soir, puisqu'il y avait un grand gala international de boxe cambodgienne à la salle de la FEI. La boxe cambodgienne également connue sous le nom de Kun Khmer, une discipline qui se rapproche du Muay Thai et dans laquelle prédominent les coups de genoux, les corps à corps et les coups de coude. Le Kun Khmer se caractérise également par un rituel avant et après chaque combat. La salle était comble
samedi avec 600 spectateurs présents, 15 combats au programme et notamment 2 combats professionnels qui ont tenu en haleine le public jusqu'à très tard dans la nuit. Il faut dire qu'il y avait du spectacle et de l'enjeu puisque 2 ceintures intercontinentales étaient distribuées. Il s'agissait de 2 combats franco-cambodgiens. Le premier entre le français Vatsana Sedon et le cambodgien Chean Hong en moins de 60 kg. Victoire du cambodgien. On retrouve ensuite en moins de 72 kg le français Johan Beauséjour face au cambodgien Sen Bouten. Cette fois, c'est le français qui s'est imposé après 5 rounds de 3 minutes. À noter la présence samedi soir du premier secrétaire de l'ambassade cambodgienne qui est venu soutenir ces boxeurs. En Vendée, 6 clubs proposent la pratique de la boxe cambodgienne. On va écouter Éric Rousset, le président du Khun Khmer Club de Saint-Hilaire-de-Riez, au micro de Marine Fumolo. Les juges ont donné Cheng Hong vainqueur. Je pense que c'était par rapport au niveau du corps à corps où ce qui donne le plus de points dans le combat, c'est les coups de genoux et le corps à corps. Donc Vatsana est resté un peu trop sur une base pied-point plus important dans le combat. Pour le dernier match, c'est le match le plus spectaculaire de la soirée. C'est un match que moi personnellement j'attendais depuis le début, quoi. Donc Sen Bouten, c'est un travail très puissance. Sen Bouten frappe très fort, très fort. Et Johan Beauséjour, par contre, c'est le côté artistique, technique. Et il fait le show, le spectacle pendant son combat quand même. Il est très à l'aise. Il y a un acharnement énorme pendant les combats. Et à la fin, il y a un respect mutuel qui est là. Et le public le ressent bien. C'est pour ça que chaque année, j'ai autant de monde qui est présent. Et de toute génération, quoi, qui vient voir ces combats, quoi. Ah, donc pour ce gala de boxe cambodgienne, on reste dans la boxe, François, avec un clin d'œil au club de boxe française de La Roche-sur-Yon, tout jeune club mais qui marche bien. Avec la visite de Mathilde Minier, qui est une jeune championne originaire de l'Ariège, l'une des meilleures boxeuses de savate au monde dans sa catégorie de poids, qui était donc dernièrement de passage à La Roche pour une série d'entraînements. Mathilde Minier fait partie de l'équipe de France et a été plusieurs fois finaliste. Elle vise d'ailleurs un titre national lors des prochains championnats de France en assaut, avant de participer aux Europes fin août. Elle a donc fait une apparition au Savate Club lyonnais, jeune club créé en septembre dernier, en pleine dynamique avec déjà près de 70 licenciés, ce qui le place au 2e rang en Vendée, derrière Fontenay-le-Comte. On écoute Mathilde Minier et les dirigeants lyonnais au micro de Marine Fumolo. Une bonne condition physique, de la souplesse, ouais, puis après au niveau mental, il faut tenir, parce qu'on a plein d'adversaires différents qui sont... il faut s'adapter après en compétition. Voilà. C'est un sport qui est assez complet au final. Pour nous, c'est toujours enrichissant. Hein. C'est des gens qui ont, c'est le niveau excellent, c'est l'élite. Voilà. Puis en plus, c'est une vraie championne, quoi. Elle est humble, modeste, accessible. Être reconnu par des champions, entre parenthèses, c'est valorisant, hein, et pour le club et pour les gens qui sont investis au sein du club. Et c'est toujours une source d'échange. Nous aussi, on va prendre dans ce que peut nous apporter au niveau technique, au niveau de l'expérience. C'est un échange, tout simplement. Voilà donc pour la boxe française à La Roche-sur-Yon. Avant de passer au pronostic, quelques images d'équitation, plus précisément de voltige équestre avec un concours international organisé ce week-end au Terre Noire à La Roche-sur-Yon par la Société hippique lyonnaise, le centre équestre des Terres Noires. Un concours, une étoile, ce qui correspond au premier niveau des concours de voltige internationaux. Le plus haut niveau étant 5 étoiles. La voltige est un sport qui consiste à effectuer individuellement ou en équipe des figures acrobatiques et esthétiques en musique sur un cheval longé au galop à un rythme constant sur un cercle. Ce concours était qualificatif pour le concours de voltige international 2 et 3 étoiles de Saumur qui se déroulera en avril. Un joli spectacle qui a attiré près de 200 spectateurs dimanche. Je vous propose d'écouter Gilles Guichon, vice-président de la Société hippique lyonnaise au micro de Marine Fumolo. C'est un sport impressionnant parce que ce sont des gymnastes de haut niveau qui doivent réaliser des figures sur le dos d'un cheval au galop. Ce qui rend complexe toutes les figures qu'ils vont représenter aujourd'hui. C'est une discipline qui enseigne les fondamentaux de l'équitation et on a d'excellents cavaliers aujourd'hui, professionnels, qui ont commencé par cette discipline. Voilà donc pour la voltige équestre, c'est l'heure de 85 pronos. Chaque semaine, nos invités sont soumis à des pronostics et on va tout de suite faire la correction des pronostics de nos invités de la semaine dernière, Yann Jolivet et Julien Jay du Vendée Chaland Basket, qui ont bien sûr pronostiqué sur du basket avec notamment des rencontres de N1.
Cognac, Orchy, nos deux invités Julien G avait prédit une victoire d'Orchy, ce qui a été le cas. Yann Jolivet voyait Cognac l'emporter. En ce qui concerne le match entre Rennes et Chartres, c'est bien Rennes qui l'a emporté, mais avec un écart supérieur à ce qu'avaient prédit nos invités. En ce qui concerne Vichy-Blois, eh bien là, ça a été la surprise avec la victoire de Blois. Nos deux invités avaient pronostiqué une victoire de Vichy. Et puis en ce qui concerne le match de Pro B entre Nantes et Charleville, c'est Nantes qui s'est imposé avec 12 points d'écart. Donc ce sont des pronostics assez proches pour Julien Jay et Yann Jolivet. Il y avait un 5e match Cholet-Nancy en Pro A, mais le match a lieu ce soir. Donc ici, on ne peut pas corriger leurs pronostics. Nos invités vont maintenant passer aux pronostics, des pronostics football. Alors Claude Canat, je ne sais pas si vous suivez les équipes du coin, les équipes françaises des championnats. Vous vous sentez de pronostiquer ? Non. On va interroger nos autres invités alors et on va commencer avec le match national entre le CA Bastia 10e, mais avec 3 matchs en moins face au Poiré-sur-Vie, 3e au match aller 0-0. Je vais vous demander le score, Michel Allemand. 1 partout. On va noter ça, on va corriger la semaine prochaine. Pascal Braconnier. 2-1. 2-1 pour Bastia, je pense. Pour Bastia. Michael. Je partais sur le 1 partout aussi comme Michel, du coup je vais changer, je vais rajouter des buts, 2 partout. 2 partout entre le CA Bastia et le Poiré-sur-Vie selon nos invités. On va grimper d'un étage avec un match de Ligue 2 au sommet le week-end prochain puisque Nantes, 2e, va affronter le leader, l'AS Monaco. Michel Allemand. Je vais pas me faire que des amis, mais 3-1 pour Monaco. 3-1 pour Monaco. Pascal Braconnier. 1 partout. 1 partout, Michael. La victoire de Nantes 2-1. Victoire de Nantes 2-1, la montée de Nantes en 2 mots, vous y croyez ? Oui, Nantes va monter avec Monaco. Après le 3e, on ne sait pas trop. Pascal, Michael, vous êtes d'accord ? Oui. Il me semble aussi que c'est presque acquis. On verra ça, il reste encore quelques matchs à disputer. Un match de CFA maintenant pour les pronostics avec là aussi un match au sommet entre les Herbiers, 2e et un match en moins, face à Trélissac, 3e mais avec 2 matchs en moins. Michel Allemand, les Herbiers Trélissac. 2-0 pour les Herbiers. 2-0 pour les Herbiers, Pascal Braconnier. 1-0 pour Trélissac. Ah, c'est un autre résultat, on va pouvoir vous départager. Ce sera pas avec moi, un but partout, je pense. Voilà, une victoire, un match nul, une défaite, on a tous les résultats. Autre match, là aussi très attendu, ce sera demain, qualification pour la Coupe du Monde 2014, la France face à l'Espagne. Michel Allemand. Moi, je pense que les Espagnols vont gagner. Après leur match nul face à la Finlande. 2-0 pour l'Espagne. Claude Canat, vous allez pouvoir pronostiquer. France-Espagne. 2-1 pour l'Espagne. 2-1 pour l'Espagne. 1 partout. 1 partout. Père Michael, une victoire de la France peut-être ? J'aimerais bien, mais je vois plus une victoire de l'Espagne qui va être très revancharde sur ce match, donc je dirais 1-0 pour l'Espagne. 1-0 pour l'Espagne. Et on va terminer avec un dernier match. Alors on n'a pas l'habitude de faire pronostiquer nos invités sur le match qu'ils vont disputer, mais là on va le faire, on va changer l'habitude. Toulouse face à Foot Solidaire Afrique, vendredi 18h, la Guyonnière. Michel Allemand. C'est compliqué. Allez, 3-2 pour Toulouse. 3-2 pour Toulouse. Claude Canard, qu'est-ce que vous allez faire face aux Toulousains ? 2-1 pour Foot Solidaire. 2-1 pour Foot Solidaire. 1-0 me contentera, moi, donc 1-0. 1-0. Michael, est-ce que c'est compliqué ? Vous connaissez Oui, c'est compliqué. Moi, je sais que Toulouse est une belle équipe, par contre, donc allez, 4 buts partout. 4 buts partout, voilà. Du spectacle à la Guyonnière vendredi. N'hésitez pas à y aller. Allez, on termine cette émission avec l'agenda. François. Et donc on commence avec du football et dès mardi soir l'ouverture du mondial minime de Montaigu avec le Challenge Nation. Le Challenge Club ne débute lui que vendredi. Toujours du foot avec mercredi 27 mars, un match en retard de CFA entre Fontenay et Saint-Malo. Vendredi 29 du basket avec l'ouverture du tournoi international de basket de La Roche, 25e du nom. Le plateau s'annonce relevé cette année encore. Du billard aussi à partir de vendredi et jusqu'à lundi avec la 13e édition des 4 jours du billard anglais aux Herbiers avec cette année pour nouveauté un Grand Prix Prestige. On poursuit avec du foot et 2 matchs de CFA samedi soir. Le choc de haut de tableau donc entre les Herbiers et Trélissac d'une part et Fontenay-Plabennec. En basket national 1 masculine, Chaland reçoit Rennes pour le match de la mort ou de la survie, c'est selon. Il y aura aussi du wave ski surfing au sable tout ce week-end avec la Coupe de France et les meilleurs compétiteurs de la façade atlantique et de Guadeloupe. Dimanche, championnat de CFA2 en foot avec la réserve du Poiré qui reçoit Choret. Enfin, lundi de Pâques, le public pourra assister dans l'après-midi au final Club et Nation du mondial minime de Montaigu, mais aussi pour les fans de basket au final du tournoi international de La Roche.
Voilà, et donc lundi prochain, finale nation à 17h30. Ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir votre ordinateur sur à côté pour suivre le direct du match et votre téléviseur pour suivre 85 chronos, sachant que nous ferons des points réguliers pour suivre donc la deuxième mi-temps de la finale du Challenge Nation. Une précision importante, Michel Allemand, des changements d'horaire pour mardi et jeudi. C'est ça. Oui, contrairement à ce qui avait été annoncé, compte tenu des conditions atmosphériques, tous les matchs du mardi et jeudi à Beauvoir, La Roche, Les Essarts et Montaigu seront à 17h30. Au lieu de 17h45. Voilà, c'est ça. Avec donc dès mardi, match France-Turquie, Portugal-Japon, Pays-Bas-Angleterre, Allemagne-Chili. Et puis jeudi, ce sera France-Japon, Portugal-Turquie, Chili-Angleterre et Allemagne-Pays-Bas. Claude Cana, vous vouliez rajouter un Oui, chose je ne terminerai pas sans dire la reconnaissance de notre association vis-à-vis des partenaires qui nous ont accompagnés depuis un certain temps et qui nous font confiance. Michel, qui est à côté de moi, il est assez modeste, il n'aime pas quand... il est un peu embêté quand on lui dit merci, mais c'est un devoir pour nous. L'UNECATEF aussi, qui est représenté à côté de moi par Pascal Braconnier, ainsi que le ministère de l'Intérieur qui nous fait confiance et qui nous a accordé tous les visas qu'on a demandé pour que les jeunes puissent être là. Merci. On suivra en tout cas votre parcours. Vous êtes un bon tournoi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Mickaël également. Merci François. Et on n'oublie pas les volleyeurs herbretais qui joueront samedi la finale de la Coupe de France amateur, samedi à 15h30 au stade Coubertin à Paris. Ce sera face à Saint-Quentin avec peut-être donc un trophée historique pour le Vendée Volleyball Club herbretais. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve donc la semaine prochaine 18h15 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne semaine à tous.